que je te raconte comment est mort le roi de San Isidro, le plus grand maquereau qu'ait connu la Havane. Installe-toi bien, je baisse la musique. Je ne vais pas être long, mais faut ce qu'il faut quand même. Je vais même te servir un petit coup de rhum en souvenir de ces belles années. Moi, je suis un enfant de Belleville. Je suis né 10 ans après la Commune de Paris. Tout jeune, je traînais avec toute une bande. On faisait des mauvais coups et on n'hésitait pas à jouer du surin quand il le fallait, même contre les cognes. On était des affranchis par rapport aux caves qui n'avaient rien compris et qu'on plumait allègrement. Les journaux nous surnommaient les Apaches, parce qu'on se battait comme eux, sans pitié, et ça nous allait bien. On avait aussi des filles qui tapinaient pour nous. On était des barbeaux, des maquereaux, des mecs à nageoires. Bref, on mangeait du pain de fesses. C'était quand même moins risqué que de faire le coup du père François, puisque les michetons apportaient leur pognon sans qu'on ait à leur faucher. C'est comme ça que je suis devenu pote avec Louis Leto. À Paris, il y avait une campagne de presse contre les Apaches et l'insécurité. Et avec l'histoire des bagarres entre les bandes de Manda et Leka à cause d'une fille, Amélie Elie, surnommée Casque d'Or, mais qui puait de la gueule à 15 pas, l'ambiance est devenue carrément intenable. Louis Leto avait du chou, ça veut dire qu'il était pas con, et il s'était renseigné sur la situation à Cuba. L'île était devenue, théoriquement, indépendante en 1898. En fait, les Ricains avaient mis la main dessus et ils s'installaient pour y rester. Ils montaient même une base militaire à Guantanamo qui au début était encore un camp de toile. Le commerce fleurissait entre l'île et les USA avec le sucre, qui partait de Santiago, de Matanzas et surtout de la Havane. La majeure partie des produits qui arrivaient dans l'île passaient par la capitale et le port était plein de vie. Un port, ça veut dire des marins, des commerçants, des bons bourgeois, et en prime, l'arrivée de ricains avec plein de pognon dans les fouilles. Tout seul monde allait bien avoir besoin de quelqu'un pour les aider à dépenser tout ce blé, et pour ça, on était toujours prêt à rendre service. On s'est donc embarqué, Louis Leto, Jean Petitjean, Benedetti, Quérier, Raoul Finet, Ernest Lavière et d'autres, avec les filles, direction les tropiques. La traversée s'est bien passée, et je n'aurais jamais pensé qu'on partait si loin pour y revivre la même histoire que celle de Casque d'Or. À l'arrivée, on s'est installé tout naturellement dans le quartier San Isidro, près du port. Il faut dire que le gouvernement américain avait décidé, en 1906, que l'ensemble du quartier San Isidro serait une zone de tolérance où la prostitution pourrait s'exercer dans des maisons closes, en dehors du regard des honnêtes gens. Cependant, il n'y avait pas que des maisons closes dans le quartier. Il y avait aussi toute une population de gens décents et pauvres, ouvriers du tabac, dockers ou employés de maison. La Havane, au début du XXe siècle, ça semblait joli, à condition de ne pas s'écarter des beaux quartiers, parce que tout autour, c'était la misère, et c'était pareil dans tout le pays. La guerre avait coûté environ 400 000 hommes, et de nombreuses femmes se retrouvaient seules pour faire vivre leur famille. Seulement 10% d'entre elles avaient la possibilité de travailler pour des salaires misérables. Alors, plusieurs milliers de mères, d'épouses, de filles, de veuves, sont allées se mettre sous la protection d'un souteneur, un chulo, qui, après leur avoir acheté des belles fringues et de beaux souliers, les mettait au tapin dans une maison close. Elles devaient accepter tous les clients, même les plus sales, les plus ivres, les plus répugnants. Quand elles osaient dire un mot, les coups dégringolaient tout de suite. Et en plus, ils leur piquaient presque tout leur argent. Même les toubibs en profitaient pour leur faire payer les consultations plus chères, sans parler des flics qui passaient eux aussi à la caisse. Il n'y a que les caves pour imaginer des histoires romantiques entre les maquereaux et les prostituées. On avait installé nos filles dans des maisons en insistant bien sur le fait qu'elles étaient tenues par des Françaises, comme celle de Madame Yvonne, qui était une sous-maîtresse de chez nous. Les michetons parcouraient les rues du quartier en jetant un coup d'œil en passant pour choisir celle avec qui ils allaient passer un moment de bonheur tarifé. Je vois à ta tête que tu ne sais pas qu'un micheton, c'est un type un peu niais qu'on peut embobiner facilement. C'est comme ça qu'on désigne les clients des prostituées. Là, c'est nous. On n'avait pas peur de la castagne, et comme nos petites Françaises faisaient des trucs que les bonnes épouses cubaines refusaient, on a eu vite une clientèle de bons bourgeois qui, au retour à la maison, se faisaient engueuler par leurs épouses, qui les attendaient avec une bassine en métal à la main pour leur remettre un gros coup sur la cafetière
en leur disant d'aller faire ce genre de gymnastique avec leur propre mère. En peu de temps, nous avons mis la main sur tout le trafic relatif à la traite des Blanches. Nous le faisions avec l'accord des autorités que nous arrosions comme il fallait. Ainsi, les taupes pouvaient aller chercher des filles en France, de temps en temps, pour les faire tapiner à la Havane. On nous appelait les Apaches, comme en France. Nous nous étions alliés avec les souteneurs italiens pour faire le poids face aux macro-cubains qui eux étaient alliés aux Espagnols. Les souteneurs cubains, les chulos, se surnommaient entre eux les guayabitos, qu'on pourrait traduire par beaux gosses, même si le mot désigne aussi des petits rats. Un jeune type, Alberto Iarini, a commencé à prendre de l'importance à San Isidro. Il était issu de la famille Iarini Ponce de León, qui était très respectable. Le père, Cirilo, était chirurgien dentiste et professeur à l'université de la Havane. La mère, Rona Emilia, était une grande pianiste qui avait même joué pour Napoléon III aux Tuileries. Alberto avait étudié aux USA et il parlait parfaitement l'anglais et s'exprimait dans un espagnol plutôt recherché. Mais il avait beau avoir étudié, on ne peut pas dire qu'il avait une conversation très intéressante. Il n'était pas grand, 1,70 m environ, mais il était beau mec, il le savait. En fait, il était très amoureux de lui-même, et il passait une grande partie de son temps à faire le beau, vêtu de costumes taillés sur mesure, à la terrasse du Louvre, un bar qui existe encore aujourd'hui. Quand il était dans le monde de sa famille, il était éduqué, parlait doucement, et savait écouter les anciens et les gens bien placés. Mais par contre, quand il se retrouvait à San Isidro, il se transformait en un dur à qui il fallait parler à voix basse et montrer le plus grand respect. Il possédait plusieurs maisons de passe dans le quartier. Rue Paula, numéro 96, je crois, là où il vivait avec 5 ou 6 filles, et puis San Isidro ou Compostela, où il avait pareil, 5 ou 6 filles. Le mec avait une double vie, macro et fils de bonne famille. Et tout le monde le savait. On l'appelait le roi de San Isidro ou le coq, El Gallo. Mais le matin, il prenait son petit déjeuner chez ses parents, rue Galliano. Dans la journée, il se réunissait parfois avec les membres du Parti conservateur, et certains soirs, il allait à l'opéra ou dans d'autres endroits fréquentés par l'élite de la ville, ce qui lui a permis de rencontrer quelques dames de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie sans que leur mari le sache. Il faisait peur aux durs les plus durs de San Isidro. Il pouvait passer d'un état de tranquillité à une furie démesurée qui l'entraînait à frapper brutalement le responsable de sa colère. Et il n'avait jamais peur de rien. Par exemple, un jour, il déjeunait au restaurant cosmopolitain avec plusieurs amis, dont un ancien général noir de la guerre d'indépendance, Florencio Salcedo. Il a entendu à une table voisine des ricains qui se moquaient du noir en regrettant qu'il ait le droit de fréquenter les mêmes endroits que les blancs. À la fin du repas, Iarini a demandé à ses amis d'aller prendre un verre dans une autre salle. Il s'est levé et a exigé que le ricain présente des excuses. Comme l'autre a refusé, il lui a balancé une série de bourre-pifs en lui fracturant la mâchoire et quelques dents. Il se trouvait que le type était le représentant de la délégation nord-américaine à Cuba et qu'il était accompagné par le capitaine Granville Fortescue, chargé d'affaires des USA à la Havane. Sur le plan politique, il était comme nous. Les voyous, on aime l'ordre. On l'aime tellement qu'on n'hésite pas à corrompre les politiciens et les flics pour qu'ils nous laissent peinards. Alberto avait fait encore mieux en devenant politicien lui-même. À 20 ans, il était entré au Parti conservateur, qui regroupait les politiciens des classes élevées, et il se faisait élire représentant du quartier pour ce parti. Alberto Iarini était très ambitieux, et il voulait devenir conseiller municipal et, pourquoi pas, président de la République. Les dirigeants du parti savaient très bien comment Alberto vivait, ce qui ne les empêchait pas de le laisser marcher en tête de leur manifestation, monté sur son canasson blanc, parce que grâce à lui, les gens du quartier du port votaient pour eux. Le type roulait sa caisse en permanence. Il se pavanait dans les rues, en filant des ronds à ceux qui lui demandaient. Il assurait aussi la subsistance de quelques anciennes prostituées noires du quartier, et il le faisait savoir,
Il s'arrêtait même chez elle pour manger les gâteaux traditionnels qu'elle lui préparait. Tout cela lui donnait la réputation d'un homme généreux près du peuple, et les gens l'aimaient. Il en rajoutait, en laissant croire que chaque soir, il choisissait une des filles avec qui il allait passer la nuit, mais qu'il était tellement viril qu'il lui en fallait une autre, et parfois jusqu'à 5 dans la même nuit. Les caves gobaient toutes ces conneries, et ils votaient pour lui. Alberto Iarini avait rencontré dans le cabinet dentaire de son père un jeune basque, José Basterrechea, qu'on appelait Pepito. Et bien que ce dernier soit d'une famille pauvre, ils étaient devenus inséparables après que Pepito se soit bien occupé d'Alberto, qui s'était blessé en tombant d'un balcon. Le soir, Pepito dînait dans un boui-boui, et Alberto venait le retrouver après avoir dîné chez ses parents. Et alors c'était la fiesta qui commençait dans le quartier. Pepito, contrairement à son ami, n'exerçait pas dans le macrotage. En fait, il ne bossait pas, et c'était Iarini qui l'entretenait. Pepito refilait même du fric à sa propre mère pour l'aider, alors que celle-ci rouscaillait en voyant son lardon traîner avec un type qu'elle trouvait dangereux. En 1909, après un voyage en France, Louis Leto a ramené une nouvelle recrue, Berthe Fontaine, la sœur de Jeanne, qui était sa régulière. La petite Berthe était sûrement la plus belle fille de San Isidro, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, et elle a eu tout de suite un grand succès auprès des michetons, qui étaient prêts à se délester d'un paquet de bifetons afin qu'elle leur fasse la courte échelle pour monter au 7e ciel. Et pas de bol, quand Louis Leto est reparti chercher de nouvelles filles en France, en février 1910, la petite Berthe a filé chez Iarini. Nous, on ne savait pas trop quoi faire et on a attendu le retour de Louis. Quand il est revenu, il a pris rendez-vous avec Iarini dans un bar. Ils ont discuté et finalement Louis a rengracié et il a dit à Alberto « Je vis grâce aux femmes et je ne veux pas mourir à cause d'elles. Si Berthe veut revenir, elle sera la bienvenue. » Quand ils ont su ça, les Italiens ont commencé à nous charrier. Et dans notre milieu, si tu commences à baisser la garde, tout le monde va te passer sur le corps. Mais Iarini n'était pas encore assez content. Il a eu le culot de se pointer devant la maison de Leto en lui criant depuis la rue de lui descendre les affaires de Berthe. Et une autre fois, il a ajouté que Louis devait surveiller ses autres filles car la petite Berthe ne suffisait plus pour assouvir toutes ses envies. Louis en a eu marre de se faire chambrer. Il a crié à Iarini « On ne meurt qu'une fois ». C'est vrai, si on laissait passer ça, on n'avait plus qu'à se mettre au tapin nous-mêmes. On s'est réunis à une petite dizaine, dans un rad, à l'angle des rues Habana et des San Parados. Aujourd'hui, c'est une pizzeria. Et on a mis au point notre plan. D'abord, une fille allait envoyer un message à Alberto Iarini pour lui faire croire qu'elle voulait le rencontrer dans une de ses maisons, rue Compostela, en début de soirée, le 21 novembre. On s'est pointé à 7 heures du soir, devant le boxon d'Alberto, en attendant qu'il sorte pour aller au faux rendez-vous. Un petit groupe était monté sur le toit en face, et Louis, qui voulait se farcir Iarini, est resté devant la porte. Iarini est sorti en premier, et Leto lui a défouraillé dans le buffet. Pepito, qui venait derrière Iarini, a sorti son flingue et a tiré 3 fois sur Louis. La dernière bastos est venue se loger entre ses deux yeux, et il est tombé raide mort. Jeanne, qui était là, s'est penchée sur son homme et en a profité pour planquer son pétard, tandis que Pepito se faisait serrer par les bourres et qu'on se barrait en courant, sauf les 4 qui étaient montés sur le toit et qui s'étaient retrouvés coincés. Alberto était grièvement blessé. Les flics l'ont emmené à l'hosto et il a compris qu'il vivait ses dernières heures. Il a demandé un papier à un infirmier. Il a écrit que c'était lui qui avait descendu Leto et que Pepito n'y était pour rien. Il a demandé à l'infirmier de lui rendre le papier s'il survivait, sinon il fallait le donner à la police. C'était sa dernière façon d'aider son ami. Ça a bien marché, parce qu'au procès, tout le monde a été acquitté, faute de preuves. En attendant, nous sommes allés enterrer Louis Leto le 22 novembre, et au retour, en fin d'après-midi, à l'intersection des rues Zapata et Carlos III, les hommes de Iarini ont arrêté nos voitures. Ils ont égorgé Raoul Finet et grièvement blessé Ernest Lavière. Les autres ont réussi à prendre le large. Pendant ce temps-là,
Yarini avalait son bulletin de naissance à l'hosto, et son père faisait transférer son corps chez lui, rue Galliano, d'où partira le cortège vers le cimetière Colomb le jour suivant. L'histoire a fait la une des journaux. C'est Enrique José Barona, fondateur du Parti conservateur, qui a écrit la nécrologie d'Alberto. À son enterrement, il y avait une foule de 10 000 ou 15 000 personnes, dont José Miguel Gómez, président de la République cubaine, et les 11 prostituées qui travaillaient pour Yarini. Nous, on s'est mêlés à la foule pour régler nos comptes. On a réussi à en suriner quelques-uns, il y a même eu des coups de feu. Dans la bagarre, la petite Berthe a reçu un coup de couteau dans la poitrine, mais on ne sait pas qui lui a filé. Les affrontements ont continué dans le cimetière, alors que les proches de Yarini descendaient son cercueil. Si tu passes par là, tu peux aller voir sa tombe. Les règlements de compte se sont poursuivis pendant les jours qui ont suivi. Un de nos potes s'est même fait tuer par un Cubain armé d'un manche à balai taillé comme un épieu. On a fait de cette histoire une histoire d'amour, du romantisme à 2 balles bon pour les caves, alors qu'en vérité, Yarini avait mis la pauvre fille au tapin dans les pires bouges de San Isidro. Tout ce qu'il voulait, c'était montrer son pouvoir en humiliant les taux, et il avait réussi. La petite Berthe n'a pas voulu rester à la Havane, son barbeau s'était fait descendre, et l'homme de sa frangine aussi. On ne peut pas dire qu'elle portait bonheur. Elle s'est embarquée avec sa sœur Jeanne pour la Nouvelle-Orléans. Je crois qu'elle y a vécu jusqu'à la fin. L'ambiance est restée tendue dans le quartier San Isidro jusqu'en 1913, quand le gouvernement a décidé de mettre fin à la zone de tolérance. Ce n'était pas un drame, on s'est simplement déplacé vers le quartier Colonne et on a continué nos petites affaires. Mais nous ne savions pas que les temps allaient changer, que nous n'allions pas peser bien lourd face à la pègre qui allait arriver depuis les USA. Avec la prohibition de l'alcool dans son pays, Al Capone a récupéré des distilleries de gnôle à Cuba et la marchandise partait sur des bateaux rapides en direction de la Floride. Il est venu plusieurs fois dans l'île pour vérifier que tout allait bien. Là, on le voit dans les jardins de la Tropicale, à la Havane, en compagnie de son avocat, Fritz Gordon, à droite, et du maire de la Havane, Julio Morales, à gauche. Et puis, la mafia s'est carrément installée dans l'île, avec Lucky Luciano et Meyer Lansky. Là, on le voit dîner avec le dictateur cubain Batista et leurs complices. Nous n'étions pas des anges, mais ce président-là était encore plus pourri que nous. Il se mettait dans la fouille 35% du pognon récupéré par les trafics et la corruption. Mais une nouvelle génération se levait, qui allait abattre la dictature, briser la domination coloniale, virer la mafia et les politiciens corrompus, et rendre leur dignité aux Cubaines et aux Cubains. Mais ça, c'est une autre histoire.